ruptures sont déchirantes. Je signalais que ce nouvel habillage a du mal à prendre ses habitudes. Les arènes existent depuis une dizaine d'années quand même avec l'ancien habillage. Donc on va s'y faire. Wilfried Kro-Dekanga, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Bienvenue dans l'arène. C'est une première chez nous. Oui, merci. Mais on vous a vu ailleurs et on a l'honnêteté de le reconnaître. On vous a vu ailleurs avec beaucoup d'intérêt. Oui, et je suis d'autant plus flatté que vous m'ayez invité chez vous. Je prends ça comme un compliment et j'espère être à la hauteur de vos attentes. Nous avons vu observer de près cette discussion avec le père Lado. Oui. Est-ce que vous avez noté des zones d'ombre dans son discours? La perfection n'existe pas, il ne va pas me contredire. Donc, c'est certainement sur cette base-là que dans un souci de vérité, dans un souci d'éclairage, nous allons essayer d'approfondir ce que vous avez dit et les zones d'ombre personnelles que j'aurai, notamment à l'encontre de votre activité. D'accord. Puisqu'on parle de crise anglophone, on le dira en anglais, you have the floor. Merci beaucoup. Alors mon père, bon, on va appeler ça, je vais vous taquiner un peu en privilégiant l'appellation Monsieur Lado dans un souci de laïcité qui m'est un peu cher parce qu'on est d'une certaine façon sur le service public, même si c'est une chaîne privée. Alors je vais commencer par la première question que j'ai à votre endroit. Vous avez fait une sortie il y a quelque temps où vous disiez au président Paul Biya de choisir devant le dilemme qui lui est proposé entre le fait de partir dignement ou d'être chassé comme un malpropre. Ce sont des propos particulièrement ardus, surtout dans le contexte actuel, qui peuvent amener les gens à marquer un temps d'arrêt et à demander, premièrement, de quelle façon devra se passer, on va mettre les guillemets, ce chassement. Et ça peut donner raison à ceux qui pensent que dans la logique du professeur très célèbre et très controversé Alain Patrice Nganan, qui parlait justement de chassement et qui, du point de vue du gouvernement, est un acteur du trouble à l'ordre public. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été expulsé du territoire. Ça peut justement donner du crédit à ceux qui pensent de vous que vous apportez un peu plus d'instabilité à un contexte déjà de toute façon mis en instabilité par le président Paul Biya. Et justement, certains sont allés tellement loin qu'ils ont parlé de vous sur une plateforme 237 online, pour ne pas la citer, comme Ludovic Lado, un diable en soutane. Oui, oui, ça j'ai vu cette expression. Tu disais, bien évidemment, quand vous vous exposez, il faut accepter que l'on vous colle des étiquettes, mais ça n'engage que ceux qui les utilisent. Alors, pour revenir à votre question, encore une fois, ce que je dis, en général, n'engage que moi, et dont je l'ai redit ici, et je ne suis pas le seul à le penser, 36 ans au pouvoir, ça use. Mais est-ce que nager à contre-courant vous autorise à cet emploi de mots, par exemple, puisque vous avez exhorté à vivre à la lumière d'un saint qui certes n'est pas parfait, mais qui tend vers la perfection. S'abandonner comme ça à des expressions pas très orthodoxes, on va dire, s'y aller un peu contre vos propres idées. Catholique. Oui, c'est vrai, j'ai parfois un vocabulaire assez osé pour mon identité peut-être professionnelle principale, mais encore une fois, conseiller à un chef d'État de se retirer, c'est à la limite même, pour moi je trouve que pour un homme de cet âge-là, après un si longtemps au pouvoir, c'est plutôt faire preuve d'humanisme, c'est-à-dire lui dire, écoutez, à cet âge-là, vous devez vous reposer. Sinon, ce qui est arrivé aux autres sous nos yeux, sur ce continent, pourrait vous arriver. Et on ne sait jamais, ça peut arriver que un de ces 4 matins, les Camerounais, effectivement, disent « trop c'est trop, on n'en veut plus » et ils descendent dans la rue comme on l'a vu ailleurs. Et donc, c'est peut-être, j'aurais pu dire ça comme ça, au lieu de dire « on vous chassera comme un malpropre ». Je n'ai pas dit qu'il est un malpropre, bien évidemment. Oui, justement, dans la logique, on a l'impression de manière péremptoire que vous avez un mode opératoire déjà précis. Vous semblez y avoir la certitude, du moins dans l'affirmation. C'est la perception de ceux qui vous lisent ou de ceux qui écoutent. On ne va pas leur en vouloir, ne pouvant pas lire dans les pensées. Ils ont la considération, ils ont l'impression que voilà, le fameux agenda caché dont il a été question dans la première partie, d'où tient-il la certitude que si le président Paul Biya ne décide pas de sa propre initiative de partir dignement, il partira comme un malpropre, avec le choix des mots. Oui. Encore une fois, j'aimerais préciser une chose. Nous parlons d'une fonction, c'est-à-dire que
ma cible, ce n'est pas la personne de M. Biya. Je n'ai aucune raison de lui en vouloir. Ma cible, c'est la fonction du chef de l'État qui a été occupée par cet homme depuis 36 ans. Et j'estime que c'est trop parce que dans cette routine-là, eh bien, ça secrète de la mauvaise gouvernance et dont nous avons les effets aujourd'hui. Le Cameroun est dans un état piteux et c'est ce bilan-là que je regrette. Et face à une situation comme celle-là, je ne peux que exhorter celui que je considère être le premier responsable à se retirer, ou bien le peuple, oui, je le souhaite, lui demandera de se retirer. Avant de passer à la deuxième question, on aimerait quand même conclure en demandant, vu que vous êtes une autorité morale, les plus jeunes se réfèrent à vous, nos mamans se réfèrent à vous, vous êtes voilà, la représentation d'une autorité, l'autorité religieuse notamment. Est-ce que vous avez l'intention de revenir sur vos mots ou de vous excuser outre mesure par l'emploi de la malpropreté supposée du président Paul Biya? Oui, comme je l'ai dit, le comme a sa place. J'ai dit comme un. Je n'ai pas dit qu'il est un. Et pour moi, s'il y a toute la différence, c'est là. Donc, je ne pense pas l'avoir, si vous voulez, insulté. J'ai dit simplement, s'il ne le fait pas, il court le risque d'être chassé comme un malpropre. Donc voilà, je n'estime pas l'avoir, qu'il s'agit là d'un cas d'outrage. Oui, évidemment, on ne va pas s'attarder dessus, même si on pourrait vous dire que dans un souci de transparence pour la prochaine fois, évidemment, être moins biaisé dans l'expression. D'accord, c'est noté. Voilà. Alors, ma deuxième question s'appesantit sur, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, la lettre que vous avez adressée au nonce apostolique, l'ambassadeur du Vatican au Cameroun, M. Julio Murat. Vous lui disiez notamment de ne pas tomber dans le piège de ses prédécesseurs. Monsieur Eliseo Antonio Ariotti de 2003 à 2010 et Piero Pioppo de 2010 à 2017. Et vous avez présenté le Cameroun comme voilà, le repère de la corruption, du clientélisme, du népotisme, des malversations financières de toutes sortes. Et vous lui avez dit, voilà, faites attention à ce pays-là où vous mettez les pieds. On va quand même dire que l'opinion publique camerounaise a un grand problème avec cette mentalité continue de l'Africain à s'inféoder aux instances étrangères qui ne prêchent pas forcément par l'exemple. On va ouvrir une parenthèse et prendre le Vatican. Vous connaissez l'affaire Vatilix en 2012, lorsque un évêque du Vatican, Monseigneur Carlo Vigano, a rédigé une lettre au pape où il était en train justement de faire état de la même corruption, des mêmes malversations financières. Et d'ailleurs, cela a été consigné par écrit par Gianluigi Nozzi, un autre écrivain qui, au mois d'août 2012, a écrit un livre qui avait pour titre « Sa sainteté, scandale au Vatican ». Tout à fait. Et il a révélé dans le livre que lorsqu'il a demandé les documents aux gens, aux témoins qui en disposaient, les témoins lui ont dit « On a peur pour notre vie, on ne va pas vous les révéler ». En d'autres mots, on peut craindre pour sa vie au Vatican, qui est pourtant le siège de l'institution divine. Alors, lorsqu'on a un élément comme ça, qui est en lui-même un mauvais élève incapable de vaincre ses propres démons, on ne va pas revenir sur le chapitre des prêtres pédophiles, etc. Mais on sait notamment que ce n'est pas un slogan quand on dit « je crains pour ma vie ». En 82, monsieur Ricardo Calvi a été retrouvé étranglé sous un pont à Londres, justement parce qu'il y avait des mauvais arrangements avec la mafia locale, la Cosa Nostra, pour des affaires de blanchiment d'argent. Quand on sait dans le Vatican lui-même, à l'intérieur d'affaires similaires, est-ce que c'est rationnel de la part d'un Africain de poursuivre toujours ce complexe d'infériorité hérité de la colonisation et de le pérenniser comme ça, à demander toujours, ou du moins à exposer les avatars de son pays à une autre nation, ou du moins à un autre État qui lui-même ne prêche pas par l'exemple? Alors, si vous avez bien lu ma lettre, effectivement, on l'a évoqué tantôt, la première partie concerne le Cameroun et la deuxième partie concerne l'Église au Cameroun. Ça veut dire que, en fait, je ne me contente pas de dire aux nonces ce que je pense de mon pays aujourd'hui, de l'état de mon pays. Je rappelle que cette lettre, je l'ai écrite, je veux dire, quelques mois après l'assassinat de Monseigneur Bala, qui n'est pas encore élucidé. Donc, ce que je veux dire, c'est, j'estime qu'on ne peut pas me faire le procès d'un biais à l'égard de l'État du Cameroun et en faveur du Vatican, parce qu'encore une fois, dans cette lettre, je relève aussi bien ce qui me semble être les limites du régime que les limites de l'Église au Cameroun. Ceci dit,
c'est pas parce que le Vatican me l'a demandé. À la limite, même quand je le fais, je cours le risque d'être tapé dessus. Et donc, encore une fois, je l'ai dit tantôt, je ne suis complaisant à l'égard d'aucun système. Qu'il s'agisse du système du Vatican ou de l'Église, ou du système politique qui régit nos vies, j'essaye d'être honnête avec ma conscience. Et quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas, que ce soit dans l'Église ou au sein de l'État. Évidemment, oui. Il ne s'agit pas de dire que vous avez pris parti pour le Vatican au détriment de l'État camerounais. Il s'agit de poser la question pourquoi ne pas se focaliser sur la résolution des problèmes camerounais dans un contexte camerounais, tant il est vrai que jamais, lorsque vous étiez en mission notamment à Rome ou je ne sais pas, à aucun moment vous n'avez vu un cardinal italien rédiger une missive et vous exhorter, après y avoir exposé de manière exhaustive les problèmes de l'Italie. Ça n'arrive jamais de la part des Occidentaux envers les Africains. Mais les Africains ont cette culture-là de parler de leur pays, on va dire en mal, on va caricaturer comme ça, et de soumettre les fameux problèmes aux Occidentaux. En vertu de quoi le Vatican s'érigerait-il, vu que vous avez posé vous-même la question, à quoi sert in fine un nonce apostolique? En vertu de quoi le Vatican s'érigerait-il en solution aux problèmes des Africains? Mais oui, justement. Il est incapable de résoudre les siens. Oui, alors justement, le problème est que vous avez affaire à un diplomate. Donc, qui par leur décision, leur intervention ou non-intervention, vous avez vu dans le cas de la RDC. En RDC, je ne dis pas que c'est l'unique facteur déterminant dans la décision de M. Kabila de ne pas se représenter, mais l'Église catholique était au front. Et alors, était au front par ses laïcs, soutenus par le clergé. Et, bien évidemment, ce que, ne l'oublions pas, dans les relations internationales, les nonces apostoliques ont une place importante. Ce que le nonce dit du Cameroun à Rome, vous ne savez pas où ça atterrit. Mais si vous jouez déjà le rôle de la mauvaise publicité, parce que je me dis, quand on est Camerounais, le devoir principal d'un citoyen est de polir au possible, en tout cas de manière concrète, pas de raconter une vision fabriquée évidemment, mais de s'arranger au possible à minimiser, en tout cas à réduire les problèmes de son pays, c'est-à-dire de travailler avec ses compatriotes à la résolution des problèmes de son pays pour que ceux qui viennent de l'extérieur aient une image positive. Ah oui. Si vous jouez déjà le rôle de celui qui présente la face obscure du pays à l'international, le nonce apostolique, quand bien même il serait mal intentionné, n'aurait plus rien à faire. Mais justement il faut éviter, et c'est peut-être ce qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui, il faut éviter le jeu des images. Parce que l'image souvent voile la réalité. Et je crois peut-être que le Cameroun a refusé pendant des décennies de regarder sa réalité en face, parce que justement on voulait donner l'image d'un pays stable. On nous l'a dit même plusieurs fois que nous étions un îlot de paix, mais voilà qu'on bascule dans la guerre. Peut-être que si nous avions regardé nos démons en face, on les aurait exorcisés à temps. Et donc, en fait, moi, j'essaye autant que possible de jouer la carte de la lucidité et de ne pas me laisser entraîner dans des jeux d'images. Justement, donc, en fait, c'est pour dire quoi? Je ne suis pas là, je veux dire, je n'ai pas une mission de diabolisation du Cameroun. Non, non, non. Au contraire, quand je fais une telle démarche, c'est dans l'espoir que ce diplomate ne se laissera pas, n'est-ce pas, berner par des images qui, en fait, ne reflètent pas la réalité. On peut l'approuver plus ou moins avant de sortir pour la troisième question. Il est évident que lorsqu'il y a des problèmes dans un pays, on ne doit pas se voiler la face, on doit avoir conscience de ces problèmes et travailler à les résoudre. Mais l'exposer à l'international est une autre paire de manches et je m'autorise de croire que ce n'est pas en exposant sur les 30 dernières années l'image d'un Cameroun instable qu'on aurait prévenu la crise anglophone. Bien sûr que non. Oui, mais on aurait pu peut-être encourager, parce qu'encore une fois, ce procès de l'international, c'est-à-dire qu'on le fait d'ailleurs avec la diaspora, c'est-à-dire qu'on dit, vous passez votre temps à salir l'image de votre pays à l'extérieur au lieu d'en donner une bonne image ou de la peindre en bien. Au lieu de travailler surtout à résoudre les problèmes du pays que vous fustigez. Le problème qui se pose, c'est que, pour revenir au cas de la diaspora, quand vous avez affaire à un pays qui ne veut même pas travailler avec sa diaspora, parce que le problème de la double nationalité que l'on a posé depuis
bute sur la mauvaise volonté politique. Donc, quand un pays n'est pas ouvert à sa diaspora, alors cette diaspora a tendance justement à réagir et à travailler justement pour que ceux qui rechignent à valoriser sa diaspora, eh bien, n'aient plus je veux dire, cèdent la place à d'autres acteurs politiques. Donc, c'est pas pour rien que la diaspora camerounaise, je le dis parce que j'ai travaillé avec cette diaspora ces dernières années, parce que j'avais le souci, moi, d'une synergie. Parce qu'encore une fois, nous ne passons pas seulement le temps à critiquer le Cameroun, nous passons aussi le temps à chercher des solutions oui, à chercher des solutions aux problèmes qui nous concernent. Il parlait d'une collecte, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Nous avons été parmi les premières, sinon la première organisation de la diaspora à collecter de l'argent pour secourir les victimes de la crise anglophone. Donc, c'est pour dire que, oui, qui aime bien châtie bien. Alors notons cependant, à l'oreille de la question suivante, que la Chine, 11,8 milliards, 11,8 milliards de dollars de produits intérieurs brut, première ou deuxième, si on veut, économie mondiale derrière les États-Unis, n'est pas ouverte non plus à la double nationalité, mais a pu trouver des parallélismes qui ont permis au pays de se développer et d'investir même massivement dans nos pays. Oui. Mais revenons dans le cas camerounais à la question supplémentaire que j'ai envie de vous poser, c'est que vous avez fait un appel zéro urne, ou plutôt urne morte, qui était, voilà, vous appelez la population à ne pas se présenter, à ne pas aller aux urnes pour les élections du 7 octobre. Et c'est de là que vient tout le paradoxe, parce que l'aperçu des opposants, ça peut ne pas être moi en tant que personne, mais en tout cas, l'aperçu qu'a parfois la société civile envers les opposants, c'est que les opposants s'opposent par principe, au point où ils s'opposent parfois à ceux qu'ils revendiquent eux-mêmes sans s'en rendre compte. Vous avez martelé justement que le président Paul Biya, le fait qu'il s'en aille, le départ du président Paul Biya serait parmi les issues possibles, l'une des issues qui permettrait d'apporter un début de solution à cette crise. Mais quand en même temps vous exhortez à ne pas se présenter aux élections, à ce que les élections ne se tiennent pas, c'est un peu contre-productif, parce que la meilleure façon pour que Biya se maintienne au pouvoir, c'est qu'il n'y ait pas d'élection, le cas échéant. Et si le président Paul Biya, à supposer que vous soyez du MRC, si le président Paul Biya se présente n'organise pas les élections et réussit à résoudre la crise anglophone, sa popularité, il en ressortira certainement grandi. Ce qui compliquera même encore la campagne, je ne sais pas, du MRC, du SDF, aux élections supplémentaires. Et Biya étant, pour ces partis-là, le principal problème du Cameroun, s'arranger à ce qu'il n'y ait pas d'élection et appeler à ce qu'il n'y ait pas vote, c'est mettre sur pied exactement le contraire de ce à quoi on aspire. Est-ce que d'une certaine façon, parfois, on ne se perd pas dans l'irrationnel en faisant une chose dont on demande le contraire? Oui, c'est possible, parce que le rationnel en politique est assez complexe. Qu'est-ce qu'on appelle rationnel en politique? C'est pas évident de le définir. Alors, ce que je voulais dire, c'est, oui, ça peut paraître contradictoire, même contre-productif. Et certains me font ce procès-là, que appeler à ne pas voter le 7 octobre est contre-productif. Mais j'aimerais ici signaler, au-delà de mes convictions personnelles, que c'est une position qui a été adoptée par le Cameroon Patriotic Diaspora que je coordonne, et donc qui estimait, et donc c'est pas ma position personnelle, même si je la partage. Et l'appel, il est de vous. Oui, l'appel est de moi, puisque c'est moi qui signe au nom du Cameroon Patriotic Diaspora, parce que nous avons analysé la situation camerounaise et le problème de fond, au-delà des questions du système électoral, de l'environnement politique, la question de fond, c'est comment allons-nous voter dans le nord-ouest et le sud-ouest? Donc, le souci, c'est que si on fait le passage en force et on organise tout de même ces élections, si elles n'ont pas effectivement lieu dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est de fait consacrer la partition du pays. Et parce que les gens finiront par vous dire, c'est votre président, c'est pas le nôtre, qui que ce soit, c'est votre président. Et ça risque, à notre sens, ça risque plutôt d'empirer la situation que d'y aider. Nous aurions souhaité que ces élections, comme les législatives et les municipales, soient reportées pour qu'on résolve d'abord tous ces problèmes et qu'ensuite, dans un contexte apaisé, que les Camerounais aillent voter. Ce n'est pas le cas. Les gens vont aller aux élections. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois qu'il faut
Les gens appellent au pragmatisme. Mais je dis, jusqu'où on peut aller avec ce pragmatisme? Au possible. Oui. Sans vouloir vous La interrompre. dernière réaction de Wilfried Kanga. Oui. Ah oui, on en aurait eu certainement, on en aurait eu énormément de questions supplémentaires, mais en tout cas, vous avez questionné la rationalité. La rationalité, c'est en tout cas d'agir en cohérence avec ses aspirations, de mettre des actions qui ont un sens et qui ont un but précis, et non d'agir à contresens. Lorsque vous dites que les élections ne peuvent pas se tenir, ne pourraient pas se tenir... Je m'interroge. Oui, je m'interroge. Si elles ne viennent pas à se tenir, je m'autorise encore à penser que ce sera justement dans la même logique contre-productive à cause de ceux-là qui, dans ces régions-là, en même temps qu'ils veulent voir le président s'en aller, s'arrangent à ce que la situation ne se stabilise pas. Et à la fin, on a du mal à comprendre à quoi, contre quoi, certaines entités s'opposent. D'où la question qui vous est posée aujourd'hui. Oui, bien évidemment. Je ne dis pas nécessairement que nous avons la vérité sur cette question ou que nous avons la rationalité sur cette question. Nous essayons d'analyser la situation et de regarder les contraintes. Et encore une fois, je reviens du Nord-Ouest. Personne n'y parle d'élection. Hein. Les gens, ils sont préoccupés par deux choses principales. C'est la sécurité et la survie. Et donc, par conséquent, mon sentiment, après mon séjour c'est que, en fait, psychologiquement, le Cameroun est déjà fracturé. C'est-à-dire qu'on ne vit pas dans le même temps psychologique au Cameroun aujourd'hui, parce que nos débats ici ne sont pas leurs débats. Alors, donc, la question, au fond, et c'est pour ça que je dis que c'est une interrogation. J'aurais bien voulu entendre ceux qui pensent que les élections sont une solution à ce problème. J'aimerais bien savoir comment... Ne le sont pas. Oui. Ils sont un moyen institué par les textes régaliens qui doivent être respectés de toute façon et qui ne peuvent pas être méprisés au regard du fait que certains, dans ces régions-là, ont décidé de faire fi de l'entité à laquelle ils appartiennent, le Cameroun. Oui, bien évidemment. En parlant de dispositions normatives, la Constitution ne prévoyait pas de report de la présidentielle. Il faut respecter la loi. Bien ça évidemment, aurait posé un problème politique. Oui, tout au moins. Oui. Ça devrait répondre. Vous savez, la Constitution, le régime la modifie quand il le veut. Oui, mais j'ai dit qu'il y aurait un problème politique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes pour changer la loi. Mais on aurait posé un problème politique. Quand on parlait de rationalité, ceux qui se veulent rationnels auraient dit, voilà, le président a modifié la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et voilà, peut-être ceux qui défendent la cause anglophone auraient dit, il est illégitime, il avait été élu pour 7 ans, il n'y a pas eu une nouvelle élection au bout de 7 ans. Oui, ça aurait pu provoquer ce type de débat, mais je pense que si c'était fait dans l'optique du dialogue national pour résoudre la crise anglophone, je ne pense pas qu'on serait allé dans ce sens. Merci Claude Wilfried Kanga, merci de nous avoir éclairé sur ce plateau. On vous reprendra très bientôt. On vous reprendra dans cette émission comme dans d'autres émissions, encore que Canal International prépare un dispositif spécial en termes de production de contenu pour ces présidentielles, et Wilfried Kanga sera certainement avec nous et plusieurs autres experts pour des questions politique. Nous revenons à l'interview de cette émission en embrassant la deuxième dorsale consacrée